comment une machine apprend-elle à penser? Pour le comprendre, il faut remonter à l'origine, à la découverte de cet élément fondamental qui a tout déclenché. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, tout commence par une question qui a l'air très simple, mais qui est en fait incroyablement profonde. La réponse, et c'est ça qui est fascinant, ne se trouvait pas au départ dans un code informatique hyper complexe, mais dans une idée mathématique d'une simplicité et d'une élégance remarquables. Et voilà ce concept clé, l'unité logique à seuil, ou ULS. Il faut vraiment l'imaginer comme l'interrupteur le plus basique qui soit. C'est soit marche, soit arrêt. Un simple 1 ou un simple 0. Rien de plus. Mais attention, il ne faut pas se laisser avoir par cette simplicité, parce que ce petit interrupteur est en fait étonnamment puissant. En traçant une seule ligne droite, une seule ULS peut déjà séparer les réponses vraies des fausses pour des problèmes logiques de base comme les fonctions et ou. Et là où ça devient vraiment intéressant, ce n'est pas tant ce que cet outil tout simple peut faire, mais plutôt ce qu'il ne peut pas faire. Et ça nous amène à une énigme, un vrai casse-tête qui a paralysé les premiers modèles et qui a représenté un véritable mur pour les chercheurs de l'époque. C'est le fameux problème du OU exclusif qu'on appelle XOR. Comme on le voit très bien ici, il n'y a tout simplement aucun moyen de tracer une seule et unique ligne droite pour séparer les points rouges des points blancs. C'est mathématiquement impossible pour une seule ULS de résoudre ça. Du coup, la question qui se pose est évidente. Si un seul neurone est complètement impuissant face à cette énigme, quelle peut bien être la solution? L'idée de génie, la percée, ça a été de comprendre que ce qu'un neurone ne pouvait pas accomplir tout seul, une équipe de neurones le pouvait. L'union fait la force, tout simplement. En combinant plusieurs ULQS, on peut enfin créer un réseau. En gros, un premier neurone va s'occuper d'une partie du problème, un deuxième va gérer l'autre partie, et un troisième, au-dessus, va combiner leurs résultats pour enfin réussir à tracer la frontière complexe dont on a besoin pour résoudre l'énigme. Et cette idée de mettre en réseau des petites unités toutes simples, ce n'est pas resté théorique, loin de là. Ça a conduit aux toutes premières machines, comme le perceptron, développé en 1957, qui étaient justement conçues pour apprendre à partir des données. D'accord, mais ça nous amène à la question suivante, qui est peut-être la plus importante. Comment un réseau fait-il pour savoir où tracer les bonnes lignes? Bref, comment est-ce qu'il apprend? Alors d'abord, le réseau a besoin d'une sorte de bulletin de notes. Il faut un moyen de savoir s'il a bien répondu ou s'il s'est complètement planté. C'est ce qu'on appelle une fonction de perte. Elle lui donne un score qui mesure à quel point ses prédictions sont à côté de la plaque. Et pour minimiser cette erreur, pour améliorer sa note, la machine utilise un processus qui s'appelle la descente de gradient. L'image parfaite pour comprendre, c'est d'imaginer une bille qui dévale une colline et qui essaye de trouver le point le plus bas possible dans la vallée. Concrètement, le processus démarre à un point complètement au hasard sur ce paysage d'erreurs. À partir de là, le réseau sent la pente. Il regarde dans quelle direction ça descend le plus fort, le plus vite. Et là, il fait un tout petit pas dans cette direction. Juste un petit pas. Ça revient à ajuster très légèrement ses paramètres internes pour faire baisser un peu son score d'erreur. Puis, il recommence. Il recalcule la pente là où il vient d'atterrir et hop, il refait un autre petit pas dans la bonne direction, toujours vers le bas. Et finalement, petit pas par petit pas, il finit par se stabiliser tout au fond d'une vallée. C'est ce qu'on appelle un minimum local. À cet endroit, l'erreur est la plus faible possible. Ses paramètres sont enfin optimisés. Il a appris. Maintenant qu'on a vu ça, voyons comment ce neurone des débuts a évolué pour devenir la brique de Lego fondamentale qui permet de construire les énormes modèles d'IA d'aujourd'hui. Le problème de l'interrupteur marche-arrêt de l'ULS, c'est qu'il était trop brutal. C'était oui ou non, 1 ou 0. Les neurones modernes, eux, utilisent une fonction bien plus douce, en forme de S, qu'on appelle sigmoïde. Ça leur permet d'avoir des réponses beaucoup plus nuancées, comme peut-être, probablement, un peu. Et c'est ce neurone affiné, qu'on appelle souvent une unité logistique, qui est devenu le composant universel. C'est vraiment, comme le dit le professeur Nicolas Courty, la brique de Lego à partir de laquelle tous les réseaux de neurones modernes sont construits. Voilà donc le parcours complet. On est parti d'un simple interrupteur, on a buté sur une énigme qui paraissait insoluble et on a trouvé la solution en unissant les forces des neurones et en leur apprenant à s'améliorer eux-mêmes encore et encore. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question assez vertigineuse. Si quelques neurones suffisent à résoudre une énigme logique, qu'est-ce qu'un réseau qui en compte non pas quelques-uns, mais des milliards est capable de faire? Le potentiel est tout simplement immense.